Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2011, session de rattrapage branche sciences expérimentales. Cet exercice-là, numéro 4, est composé de deux parties. La première partie de l'exercice nous dit le suivant. Soit G la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par G de x est égal x moins 1 plus logarithme népérien de x. La question 1 petit a nous demande de démontrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, que g' de x est égal à x plus 1 sur x. On a g de x est égal à x moins 1 plus logarithme népérien de x. Avant de calculer la dérivée de g de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction g est composée par deux fonctions. La fonction fn de x qui est égale x moins 1 et f2 de x qui est égal logarithme népérien de x. Ces deux fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, g qui est égal à f1 plus f2 est dérivable sur 0 plus l'infini. fn de x est dérivable sur r. Ça, c'est une fonction affine. f2 de x, c'est une fonction logarithmique. C'est une fonction. Cette fonction-là, logarithmique, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, alors, pour la fonction g, la somme de f1 de x et f2 de x est également dérivable sur 0 plus l'infini. On rappelle quelques propriétés de la dérivée que j'espère que vous connaissez. Que la dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée du logarithme népérien de f de x est égale f' de x sur f de x. F de x à la puissance n, sa dérivée, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Alors on a g de x qui est égal à x moins 1 plus logarithme népérien de x implique que g' de x est égal, la dérivée de x c'est 1, plus la dérivée de moins 1, ça c'est 0, et la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Mais c'est 1 sur 1 plus 1 sur x. En utilisant la méthode de Papillon, ça est égal x plus 1 sur x. Alors, la question 1 petit a est démontrée. Passons à la question suivante. Il nous dit, montrer que la fonction g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Pour étudier la monotonie de la fonction g, on étudiera le signe de g' de x. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est qu'on va dire que x est strictement supérieur à 0. Alors on a le dénominateur strictement supérieur à 0. X est strictement supérieur à 0, et qu'on va dire que x plus 1 est strictement supérieur à 1. Si on additionne 1, les deux membres de l'inégalité, on a x plus 1 est strictement supérieur à 1. 0 plus 1, c'est 1. Et 1 est strictement supérieur à 0. Alors, le numérateur est strictement supérieur à 0. Si le numérateur et le dénominateur d'un quotient sont positifs, strictement positifs, alors g' de x qui est égal à x plus 1 sur x est strictement supérieur à 0. Ce qui implique
que G est strictement croissante sur 0 plus l'infini ouvert en 0. La question. Passons à la question 2, petit a, qui nous demande de déduire que G de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, et G de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. Il nous dit que G de 1 est égal à 0. On a G de x est égal à x moins 1 plus logarithme népérien de x. D'après l'énoncé, G de 1 est égal à 0. Alors, on décompose en 0 plus l'infini en deux intervalles. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui veut dire que x est strictement supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que G de x est strictement supérieur à G de 1. On a fait entrer la fonction g qui est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, d'après la question précédente, g est strictement croissante. Alors, le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui veut dire que g de x est supérieur ou égal à g de 1 et g de 1 c'est 0. Ce qui veut dire que g de x est supérieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 1, x strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à g de 1, g est strictement croissante. C'est pour cela, le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à g de 1, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à 0. Alors, la question 2a est démontrée. Passons à la deuxième partie de l'exercice qui nous dit le suivant. On considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x moins 1 sur x, logarithme népérien de x, et soit c de f, sa courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. La question. Un petit a. Montrer que limitant plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Interpréter géométriquement ce résultat. On a limite en 0 plus de f de x, c'est x moins 1 sur x, logarithme népérien de x. Ça, ce bloc-là, x moins 1 sur x, logarithme népérien de x, c'est x moins 1 fois 1 sur x fois logarithme népérien de x, qui est égal à limite plus l'infini, en 0 plus, limite, quand x tend vers 0 plus, de x moins 1 fois la limite en 0 plus de 1 sur x fois la limite en 0 plus du logarithme népérien de x. Ça c'est moins 1, ça c'est plus l'infini, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, et limite en plus l'infini du logarithme népérien de x, ça c'est en 0 plus, ça c'est moins l'infini. Alors on a moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme limite en 0 plus du f de x est égal à plus l'infini,
D'où la courbe ci de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. Passons à la question B. Question B, qui nous dit de montrer que limitant plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, puis que limitant plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. Limitant plus l'infini de f de x est égal à limitant plus l'infini de x moins 1 sur x, logarithme népérien de x. Ici, c'est plus l'infini, car on a limite en plus l'infini de x moins 1 sur x. On prend les exposants les plus élevés, car x tend vers plus l'infini. Les exposants les plus élevés, c'est x sur x. Si la limite en plus l'infini de x sur x, ça x sur x, c'est 1. Limite en plus l'infini de 1, c'est 1. Et la limite en plus l'infini de logarithme népérien de x, c'est plus l'infini. Alors on a 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Passons à la deuxième partie de la question B, que la limite au plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite au plus l'infini de x moins 1 sur x fois logarithme népérien de x sur x. Ça c'est f de x, si on le divise tout sur x, sera x moins 1 sur x fois logarithme népérien de x sur x. Ça c'est d'après ceci, plus l'infini de x moins 1 sur x, c'est 1. Et la limite, en plus l'infini du logarithme népérien de x sur x, ça c'est une limite usuelle, c'est 0. Alors on a 1 fois 0, c'est 0. Question C. On déduire que C de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, dont on précisera la direction. D'après le cours, on a, si la limite plus ou moins de f de x sur x est égale à 0, la courbe a une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors, la courbe C de f a une branche parabolique de direction EX au voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. Passons à la question 2a. Qui nous dit de montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini environ 0, que f' de x est égal à j de x sur x carré. On a f de x est égal à x moins 1 sur x, logarithme népérien de x. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f est composée par deux fonctions. Par la fonction f1 de x qui est égal à x moins 1 sur x, f2 de x qui est égal au logarithme népérien de x, qui sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, alors la fonction f qui est égale f1 fois f2 de x est dérivable sur 0 plus l'infini. On rappelle quelques propriétés de la dérivée que vous devez absolument connaître. On a la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de produit de deux fonctions, c'est f' de f de x fois j de x, c'est f' de x fois j de x plus f de x fois j' de x. Et la dérivée
du f de x sur g de x, c'est f' de x fois g de x moins f de x g' de x, tout divisé par g de x au carré. Et la dérivée du logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. On a f de x, celui-là, et g de x. On a f' de x est égal à la dérivée de la première fois le deuxième logarithme népérien de x plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Nous appliquons cette propriété-là. Depuis, ici, la dérivée de x moins 1 sur x, on applique cette propriété-là. La dérivée de x moins 1, c'est 1. 1 fois x, c'est x. Moins f de x, c'est x moins 1. Fois la dérivée de x, c'est 1. Fois 1. Divisé par x au carré. Fois le logarithme népérien de x plus x moins 1 sur x fois la dérivée du logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Ceci est égal à logarithme népérien de x, ça c'est x moins x, c'est 0, moins 1, c'est 1, reste nord-est. Logarithme népérien de x fois 1, c'est logarithme népérien de x sur x carré, plus, ceci c'est x moins 1 sur x carré. Comme on a le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs. Alors on a ici x moins 1 plus logarithme népérien de x sur x carré, qui est égal à j de x sur x carré. Ça c'est le numérateur, c'est j de x. Passons à la question B, qui nous dit on déduire que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 et décroissante sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. Pour étudier la monotonie de la fonction f, on étudiera le signe de f' de x. D'après la question 2b de la première partie de l'exercice, on a démontré que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à 1 plus l'infini et g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. Et quand x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, ce qui veut dire que x est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que x carré est strictement supérieur à 0. Alors, f' de x qui est égal à j de x sur x carré est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Ce qui implique que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. f' de x qui est égal à j de x sur x carré est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0, pardon, ce qui implique que la fonction f est décroissante sur 0, 1. Passons à la question C. Qui nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. On a calculé la limite en 0 plus de f de x, à donner, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et on a encore que f de 1 est égal à 0. Et la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On observe que
le point 1, 0, c'est le minimum absolu. Comment? f' de 1 est égal à 0. Alors, au point 1, 0, on a une tangente horizontale. Y est égal à 0. f' de 1, c'est 0. Alors, on a tangente horizontale. Y est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est 0 car on a f de 1, c'est 0. Passons à la construction de la courbe ci de f. On admettra que la courbe possède un point d'inflexion d'abscisse compris entre 1,5 et 2. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe ci de f sont 5. De dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Deuxième, de définir le domaine de définir le point de coupure avec les axes. De dessiner les asymptotes et la direction de la courbe, sa position par rapport aux asymptotes. Définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. 5. Tracer les intervalles décroissantes et croissantes. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Première étape est dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. On observe d'après le tableau de variation, que la courbe C de f est située à l'intérieur du premier cadran. Ici, le premier cadran. De 0 à plus l'infini, c'est de plus l'infini jusqu'à 0, 0 à plus l'infini. La deuxième étape est définir le domaine de définition d'après le tableau si R étoile plus. Et d'après le tableau de variation, on a le point 1, 0, c'est le minimum absolu. C'est-à-dire la courbe passe par le point 1, 0. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. D'après le tableau de variation, on a limite en 0 plus si f si plus en 0 plus de f de x c'est 0 plus, ce qui implique que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. C'est-à-dire l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Cela signifie que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote x est égal à 0. Sans jamais la toucher, au voisinage de plus l'infini. La courbe passe par ici plus ou moins. On a encore calculé la limite en plus l'infini de f de x c'est plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction OX. L'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. La courbe se comporte comme une parabole par rapport à l'axe OX. La courbe passe par ici plus ou moins. Par ici plus ou moins, car on est dans le premier cadran. Après le tableau, on est dans le premier cadran. Quatrième étape, définir point maximum, minimum, point d'inflexion, tangente et demi-tangente. On a f' de 1, c'est 0. Alors, au point 1, 0, on a une tangente horizontale. L'équation f de 1 est égale à 0.
en tangente horizontale. On a d'après l'énoncé que la courbe ci de f possède un seul point d'inflexion, d'abscisse compris entre 1,5 et 2, que nous placerons ici plus ou moins. Car on a f de 2 est égal à 2 moins 1 sur 2 logarithme népérien de 2 qui est égal à 0,5 fois 0,7. 0,7 c'est logarithme népérien de 2, c'est 0,35. Et f est croissante. La cinquième étape est de tracer les intervalles décroissante et croissante. D'après le tableau de variation, la courbe est décroissante de 0 jusqu'à 1. La courbe est décroissante. Ici. D'ici jusqu'à 1. La courbe est décroissante. Et de 1 jusqu'à le point d'inflexion d'abscisse B, la courbe est croissante. Dans cet intervalle-là, 0, imaginons que B, elle est là. La courbe est croissante. La courbe, c'est-à-dire la courbe, dirige sa concavité vers le haut. Alors, depuis deux points d'inflexion, la concavité de la courbe va être dirigée vers le bas, en suivant la flèche de la branche parabolique. Va diriger vers le bas en suivant cette flèche-là. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x. Passons à la question 4. Petit a. De montrer que h du x qui est égal à 1 demi logarithme népérien de x au carré est une fonction primitive de la fonction h de x qui est égal à logarithme de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a h de x qui est égal à 1 demi logarithme népérien au carré de x, ce qui implique h' de x est égal à h de x qui est égal à 1 demi la dérivée de logarithme népérien au carré de x, c'est 2 fois logarithme népérien de x fois la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Ça est égal, les deux, 1 demi fois 2, c'est 1. Il reste logarithme népérien de x divisé par x. Ça, c'est h de x. Alors, x est différent de 0. À la question B, de montrer que l'intégrale de logarithme népérien de x sur le segment 1e est égale à 1 demi. L'intégrale de 1 entre 1 et e de logarithme népérien de x sur x est égal à l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x de 1 sur x d de x. Ça, c'est ceci, 1 sur x d de x, c'est la dérivée de logarithme népérien de x, qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien, la dérivée de logarithme népérien de x. Et ça, si on remplace logarithme népérien de x par t, alors on a l'intégrale entre 1 et e de t d de t. Et l'intégrale de t d de t, c'est 1 demi t au carré, c'est-à-dire
1 demi logarithme népérien au carré de x, entre crochets 1 e. Ça c'est logarithme népérien de e, c'est 1, tout au carré, 1 au carré, c'est 1, alors on a c'est 1 demi, et logarithme népérien de 1 c'est 0, moins 0, est égal à 1 demi. Passons à la question C. Nous utilisons en intégration par partie montrer que l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x d de x est égal à 1. Une intégration par partie, si l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement ou un logarithme seulement, ou bien un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. J'utilise le mot ilaté. Inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Ici avec t, exponentielle. Pardon, ici avec t. Et l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x d de x est égal à l'intégrale entre 1 et e de 1 fois logarithme népérien de x d de x. Dans l'intégrale, on a deux fonctions. Une fonction algébrique, c'est 1, une fonction logarithmique. Dans le mot ilaté, apparaît logarithmique avant l'algébrique. Donc, fonction u est égale à la fonction logarithmique. Et d de v, c'est la fonction algébrique. Et on a u, c'est logarithme de x, et d de e est égal à 1 sur x, d de x. d de v est égal à 1 fois d de x. Ça dérive ça, c'est v fois x. Pardon, v est égal à x. Qui est égal, alors on a l'intégrale 1 et e de logarithme népérien de x est égal, entre crochets, ça fois ça, c'est x logarithme népérien de x, entre 1 et e, moins l'intégrale ça fois ça, moins l'intégrale entre 1 et e de x fois 1 sur x d de x, qui est égal, ça c'est e fois logarithme népérien de e, c'est e, car logarithme népérien de e c'est 1, moins 1 fois logarithme népérien de 1 c'est 0, moins 0, il reste e, moins l'intégrale entre 1 et e de 1, x fois 1 sur x, c'est 1, car x est différent de 0. On nous donne 1 d de x. Ça, cette intégrale, c'est x. Crochet x, 1 e, ça nous donne e, moins, si on a e, moins, c'est-à-dire plus 1, il nous donne 1. Alors la question C est démontrée. Voyons la question 5a. On a f de x qui est égal à x moins 1 sur x, logarithme népérien de x. Ça c'est x, logarithme népérien de x, moins logarithme népérien de x sur x. On décompose cette fraction qui nous donne x sur x, logarithme népérien de x sur x, moins logarithme népérien de x sur x, qui est égal, comme x est différent de 0, on peut simplifier par x, il nous donne logarithme népérien de x, moins logarithme népérien de x sur x. Passons à la dernière question. Il dit de montrer que l'aire de domaine
plans délimités par la courbe C de F, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à E est égal à 1,5 cm². D'après la courbe, sur l'intervalle 1e, l'axe des abscisses est en dessous de la courbe. Alors, l'aire de deux mêmes plans délimités par la courbe C de F, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égal à 1, x est égal à E, et l'intégrale entre 1 et E de valeur absolue de f de x moins l'axe des abscisses, qui est égal à l'intégrale entre 1 et E de f de x moins y d de x, qui est égal à l'intégrale entre 1 et E de f de x moins 0, l'axe des abscisses, c'est 0. Y est égal à 0, c'est l'axe des abscisses, qui est égal à l'intégrale entre 1 et E de x moins 1 sur x, logarithme népérien de x, qui est égal à l'intégrale entre 1 et E de logarithme népérien de x moins logarithme népérien de x sur x d de x. Ça, est appliqué cette égalité-là, d'après la question 5a, qui est égal à l'intégrale de logarithme népérien de x moins l'intégrale de logarithme népérien de x sur x. Logarithme népérien de x, c'est 1, et logarithme népérien de 1, le logarithme népérien de x sur x, c'est 1,5. Si on a moins 1,5. Unité de l'aire, qu'on a déjà calculé, qui est égal à 1,5 unité de l'aire. L'unité de l'aire, c'est le module de I fois le module de G centimètre carré. Le module de I, c'est 1. Le module de G, c'est 1. On a 1 fois 1, c'est 1. C'est-à-dire on a 1,5 centimètre carré. La partie assurée, c'est l'aire. Graphiquement, c'est cette partie-là. Partie assurée. Fin de la résolution de cet exercice. Et à bientôt.